Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Vous le savez très bien que l'Est de la République démocratique du Congo reste toujours dans cette tension des conflits M23 qui veulent bien prendre cette partie du pays, mais les FRDC sont toujours au front avec les Wazalendo. Et pour parler de notamment cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également la rentrée parlementaire et le social des Congolais, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le sénateur, professeur Faustin Luanga, à qui nous disons déjà bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je me porte bien. Et bienvenue dans ce numéro Info 7. Merci beaucoup, avec plaisir. Alors c'est déjà parti la rentrée parlementaire, c'était le samedi au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Une ouverture qui se passe dans un contexte un peu particulier. La partie est de la République démocratique du Congo, c'est vrai que cette guerre dure déjà depuis plus de 30 ans, mais cette recrudescence, les carnages qui ont été enregistrés dans cette partie de la République démocratique du Congo, quelles sont les grandes priorités législatives pour le Sénat avec cette rentrée parlementaire? Et si vous avez suivi, l'honorable président Sama Lukonde a prononcé un discours de combattant, un discours militant, un discours d'engagement du Sénat pour accompagner la République, d'abord condamner les affres de guerre à l'est du pays, mobiliser la diplomatie parlementaire pour mieux accompagner et les chefs de l'État et la République, solidariser avec l'Est et la population de l'Est, faire tout, donner les moyens à la République pour soutenir la reconquête du territoire sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Voilà un peu les grands agendas qui vont suivre. Alors, bien sûr, il y aura les agendas coutumiers, c'est-à-dire les agendas des routines, des sessions parlementaires, mais la situation n'est pas quand même ordinaire, une situation particulière. Oui. Il y aura plus d'engagement sur le terrain de la reconquête. Quand vous parlez de l'engagement, vous dites que c'était vraiment un discours de combattant où il a donc voulu engager les sénateurs, cette chambre des sages. Les Congolais veulent vraiment comprendre cet engagement. C'est de quelle façon? Sur le plan concret, si on doit aller au concret, au-delà seulement de crier, de décrier, de déplorer, il faut vraiment mobiliser les gens dans la diplomatie. On parle souvent de la diplomatie parlementaire. Concrètement, c'est quoi? Sensibiliser les autres parlementaires et de la sous-région et du niveau international sur la cause de la guerre. Parce que ces parlementaires peuvent influencer leur gouvernement. Mais curieusement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On parle toujours de cet engagement. Non, ça a beaucoup changé. Ah, ça a changé? Non, ça a beaucoup changé quand même. La diplomatie du doigt, comme on l'appelle, la diplomatie des pointés, pour la première fois, le langage a changé. On pointe du doigt les Rwandais comme l'agresseur de la RDC. Ce n'était pas facile. C'était pas facile. Ça a pris du temps, mais ça a marché. Il faut féliciter les chefs de l'État pour cet engagement. Il faut féliciter aussi la diplomatie parlementaire qui s'est engagée dans ça. On a vu des diplomates congolais tourner en Europe, aux États-Unis, dans le SADC, même dans l'East African Community, au niveau de l'Union africaine, expliquer, rendre des comptes, particulariser les contextes en disant ce n'est pas une affaire purement congolaise, mais c'est une affaire d'agression pour la convoitise de nos richesses minières. Et ça, je crois, les sanctions qui en ont suivi, la condamnation de la résolution 2773 à l'unanimité, pour la première fois aussi, des membres du Conseil de sécurité, en témoignent des succès diplomatiques. Il faut féliciter entre-temps aussi Madame la ministre d'État des Affaires étrangères qui a battu Thérèse Kaikwamba, qui a mené vraiment cette guerre avec courage et détermination. Et ce sont des succès, mais succès de déclarations, de condamnations. Mais la situation sur le terrain demeure la même et elle est déplorable. D'où l'engagement doit continuer. Alors, professeur, c'est bien de le dire. Et entre-temps, les Congolais aussi se sont quand même mobilisés parce que là, il ne s'agit pas de l'affaire de Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est une affaire de tout le monde.
c'est la RDC qui est menacée, et là on ne doit pas avoir des couleurs. Mais de l'autre côté, il y a quand même certains Congolais hein, qui se posent quand même de questions, parce qu'on va se rappeler que le président de la République, lors de son deuxième mandat, avait promis de, comment je veux dire, il faudra consolider les acquis, mais les ventes restent toujours affamées. Et des Congolais qui expriment quand même une méfiance envers certaines institutions. Comment comptez-vous rétablir quand même cet esprit, cette transparence, collaboration avec cette population qui reste toujours affamée? Je rappelle que c'est la Chambre des sages, le Sénat. Mais vous savez, la situation d'un Congolais normal demeure précaire. Ah, vous le reconnaissez quand même? Oui, oui, il faut les reconnaître. Ouais. Il faut les reconnaître. Allez-y. Le président a promis, parmi ces 6 engagements, d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais, de diversifier l'économie, de stabiliser les pays par l'Est, de faciliter l'accès aux services. Et ça, voilà, ces 6 engagements qu'il avait fait. Le pouvoir d'achat s'améliore par, pour les chômeurs, vous pouvez stabiliser l'économie, il n'a pas de salaire, son pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré. Il faut qu'il ait l'emploi, la création d'emplois par la diversification de l'économie. Ça, on n'a pas vu. On a quand même, il faut donner crédit au gouvernement, les prix n'augmentent pas beaucoup ces jours-ci, les taux d'échange est quand même stabilisé, mais ça ne suffit pas. Ça n'augmente pas le pouvoir d'achat, ça stabilise celui qui avait quelque chose, il demeure. Mais celui qui n'avait rien, c'est la majorité des Congolais malheureusement qui n'ont pas d'emploi, qui vivent au jour le jour, qui ne voient pas leurs conditions s'améliorer. Et avec la guerre de l'Est, la première conséquence, c'est qu'on perd une bonne partie de ces recettes qui venaient de l'Est. C'est que ça va rendre un peu les choses encore plus difficiles. Plus difficiles. Et voilà pourquoi les gens, pas seulement boudent, réclament. Et il y a aussi les questions de gouvernance. La majorité de la population patiente, au moment un groupe de gens, cela coule douce un peu. Et d'une façon ostentatoire et méprisante. Bon, on a vu des détournements des fonds qui frisent et les catastrophes avec des montants terribles et inquiétants. Et personne n'a fait la prison. La prison. Bon, alors, ça pose un sérieux problème de gouvernance, de 2 poids, 2 mesures. Alors là, la justice qui élève la nation, il faut vraiment que cette justice, que le président lui-même a décrit d'être malade, soit soignée et puisse servir toute la communauté, tout le monde. Ça, c'est un aspect de gouvernance. Allez-y. Créer l'emploi. La création d'emplois, pour un pays comme le Congo, il faut passer par des secteurs qui donnent d'emplois massifs. L'agriculture, qui n'a pas été développée. Malheureusement, bien qu'on dit que c'est une priorité, on ne sent pas vraiment que c'est une priorité. C'est ça. C'est qu'on ne sent pas. Et cela pose un problème. Nous continuons à dépendre beaucoup du secteur minier, mais qui nous donne peu d'argent parce qu'il y a beaucoup d'exonérations dans le secteur minier. Pourquoi on n'arrive pas à faire de l'agriculture comme sous d'autres cieux une priorité de la RDC? Bon, c'est question de choix politiques. Le choix politique. C'est un problème d'homme, c'est ça? Bon, ou de casting. Non, le problème des castings, ça se pose. Le président lui-même a déclaré qu'il faut qu'il y ait revanche du sol sur le sous-sol. Ça reste un mot creux. Il faut qu'on voit des investissements massifs dans l'agriculture, des changements structurels, des fonds, qu'on voit des projets agricoles naître. Bon, ça demeure un projet. Au niveau du Sénat, nous leur avons accordé les moyens nécessaires. Je crois la part consacrée à l'agriculture avoisine 8 à 10% du budget. Nous espérons que cet argent sera utilisé rationnellement et dans son entièreté pour la cause agricole. Mais il y a quand même certains observateurs qui vous accusent de ne pas faire correctement votre travail. C'est comme si vous êtes là en repos. Bon, il faut comprendre le travail d'un parlementaire. Ce n'est pas de gérer au jour le jour les quotidiens. C'est fait par l'exécutif. C'est l'exécutif qui conduit la politique du pays. Les parlementaires, nous leur donnons des moyens pour faire cet objectif. Et l'objectif, la réalisation de la politique du pays, se retrouve dans le budget. Parce qu'on a le programme du gouvernement qui est coulé dans le budget que nous votons. Nous avons bien sûr sanctionné ce gouvernement positivement quand il s'est présenté devant nous. On l'avait approuvé avec son programme.
c'est à lui de mettre le programme. Bien sûr, nous avons les rôles de contrôle parlementaire. Mais ces contrôles-là, vous ne les faites pas comme il le faut, hein, selon la population. Non, on a interpellé des ministres, ils ont répondu des questions et réponses, et parce que tout contrôle ne doit pas découler à une sanction de révocation. Voilà pourquoi les gens ne vont pas ça. Ne comprennent pas cela. Il y a eu dans un passé récent où un ministre de l'économie a été sanctionné par l'Assemblée. Bon, ça va arriver si ça continue à cette manière. Si on ne voit pas les résultats, il y a des contrôles qui se préparent, par exemple, dans le domaine de la défense, où on a vu les débâcles avec l'Est, l'armée. Vous avez suivi... Cette situation a révélé beaucoup de choses à la communauté nationale. Certainement, ça a révélé des faiblesses de notre armée. On ne va pas citer des faiblesses dans un milieu public, le pays est en guerre. Ça a révélé la malgouvernance dans la chaîne de commandement. Ça a révélé aussi des choses que l'argent n'était pas bien utilisé dans la défense. Et là, vous allez faire votre travail pour comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, moi je suis président d'une commission de suivi et évaluation et on va le faire. On a commencé à le faire. Tout ce qu'on fait ne doit pas être publié. Quoique nous représentons le peuple, nous arrivons à la fin, on va publier ça. Alors, professeur, c'est complètement fini. Avant de prendre ce premier dossier, en un mot, quel est d'abord le bilan, quel bilan, bien sûr, faites-vous du travail législatif depuis que vous êtes là jusqu'à ces jours? En quelques mots, et nous allons prendre le premier dossier. Mon bilan ou bien le bilan global du travail législatif? Oui, mais si vous pouvez aussi mettre l'accent sur ce que vous avez fait. Hein, non, le premier grand bilan, le Sénat a commencé à travailler, les bureaux. On a été élu début mai, quand on a commencé. On a validé le mandat. Les bureaux ont été constitués au mois de juillet. Et le premier grand travail, c'était 2 grands sujets. Lesquels? La révisitation du budget, qui a été, on devait amender le budget, les redditions des comptes de budget, et bien sûr, l'adoption. C'était la session budgétaire en septembre, l'adoption du budget. Ça nous a pris beaucoup de temps et on a ratifié une trentaine de lois. Ah, une trentaine? Oui, oui, une trentaine de lois ah bon? dans 3 mois. C'est que c'était quand même... Une trentaine de lois dans 3 mois? Oui, oui, dans 3 mois. Pas seulement ratifié, approuvé les lois. Et à plusieurs reprises, on a accompagné le gouvernement, parce que ce sont des lois prévues par le gouvernement, qui ont été soumises, les analyser et les déployer. Dans moins de 3 mois, on a fait tout ça. Avec des arriérés législatifs qu'on a trouvés, c'est quand même considérable en peu de temps. À cela, il faut ajouter la diplomatie. Le sénateur Faustin Luanga lui-même, sa contribution, ou ses contributions. Bon, nous travaillons en équipe. Je ne suis pas venu parler de moi-même et on est en train de préparer des lois qui seront On peut comprendre soumises. au moins que vous avez fait un grand travail. On a travaillé dans la commission du budget. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant du bon fonctionnement engagé et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoique encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne,
qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Cette session de mars sera marquée particulièrement par la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. C'est ce qu'a laissé entendre Jean-Michel Sama Lukonde dans son discours prononcé à l'occasion de la reprise des activités au Sénat. Le président de la Chambre haute du Parlement a déclaré que l'heure est grave au regard de la guerre injuste dont la RDC est victime de la part du Rwanda et de puissances internationales. Après ce temps de vacances parlementaires, ponctué par 2 sessions extraordinaires, j'espère que chacun de nous a pu reprendre de l'énergie pour affronter les défis qui nous attendent, ayant à l'esprit que cette session sera fortement marquée par la situation sécuritaire que traverse notre pays. Ainsi, je souhaite un bon retour dans cet hémicycle à chacune et à chacun de nous, en nous invitant d'ores et déjà à déposer les rapports des vacances parlementaires dans les 15 jours, conformément aux dispositions de l'article 240 du règlement intérieur du Sénat. Évoquant par ailleurs les crimes de guerre et crimes contre l'humanité signalés dans les territoires sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 et de l'AFC, Jean-Michel Sama Lukonde a encouragé le gouvernement congolais à continuer à documenter tous les cas de violation des droits de l'homme pour que Kinshasa saisisse les instances judiciaires internationales afin de réhabiliter l'honneur des victimes, mais aussi de la nation congolaise. Au moment où nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'Est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC en violation du droit international. Et pendant ce temps, des faits constitutifs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont constamment commis, à savoir les viols, les pillages, les tueries, assassinats, l'enrôlement forcé des jeunes et des enfants mineurs, les déplacements massifs de population, pour ne citer que cela. Au regard de tous ces crimes de masse, j'encourage les initiatives du gouvernement qui consistent à documenter tous les cas de violation des droits de l'homme pour que notre pays puisse saisir les instances judiciaires internationales afin de réhabiliter l'honneur de toutes les victimes et de la nation congolaise. Avant la levée de la séance, 1 minute de silence a été observée en mémoire de la population des éléments de FRDC et Wazalendo tués au nord et au sud Kivu. La tête du directeur général de l'Office national de l'emploi réclamée à tout prix par les agents de cette entreprise publique. Ces derniers ont lors d'un sit-in pris d'assaut l'enceinte de l'ONEM. Chants, sifflets, rameaux à la main et des affiches avec divers écrits, une façon pour ces agents d'hausser les tons pour dénoncer plusieurs magouilles orchestrées dans l'ONEM depuis la nomination des Fanobéa notamment, détournement des fonds à tour de rôle, les licenciements des anciens au bénéfice des membres de sa famille biologique, 8 mois d'impayement pour certains et 4 mois pour d'autres, pour ne citer que ceux-là. Ces agents exigent le départ immédiat de ce directeur général. Le détournement, il y a DG Fanobéa. DG Fanobéa, Bomi, on aime. À suspendre Batou, pour la congager Bandekonaye. À zo détourner, mon agent 8 mois. Baja Bafuta Magate. Azali Kobanga, président de la République, Bali Kobanga, ministre à travail, Ali a complicité na banguna. Oh ba bundisa Congo, tant que biso baza on aime, tozo déclarer vice maison. Après ces sit-ins, ces agents se sont rendus ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. Cette fois avec fanfare pour s'atteler au même exercice. Pendant des heures, ces agents n'ont pas lâché prise jusqu'à obtenir gain de cause, c'est-à-dire avoir la signature du ministre des tutelles sur la lettre de démission de l'actuel directeur général de l'ONEM, Fanobéa. Leurs cris ont été entendus.
Ces agents ont été reçus par le ministre du Travail qui les a promis de répondre dans un bref délai à leur plaidoyer. Qui n'est pas ministre Lelo, Tosengaye a signé des missions, il y a DG Fanobea. Tout ça, la poste, il y a fils maison. Parce que l'agent, n'a pas si. Soins médicaux et Zarali sous-souté. Ça fait 4 mois que tu as maraté. Ils ont respecté le ministre. Ils ont démissionné parce que ils ont mis l'État. On aime Ekoufi. Baja, Bali, impayé. Les soins médicaux et zalité. Tournement l'équipe mingi. Ils ont le ministre. Alongola na musala. Tous on a posé un fils maison. Le ministre a lobby, Azali papa a lobby d'ici là agir. Tout est dit. Attendons de voir de quoi demain sera fait. Professeur Faustin Lwanga, vous avez quand même suivi les réclamations des agents de l'ONEM. Peut-être que ça c'est un cas, mais il y a plusieurs entreprises qui se trouvent dans la même situation. Félix Tshisekedi est arrivé, c'était un ouf de soulagement pour plusieurs entreprises, mais malheureusement, la situation s'aggrave même dans certaines entreprises. Quel est le véritable problème des entreprises de la RDC? Pour le véritable problème de l'entreprise de RDC, d'abord, il y a les problèmes de productivité. Ça veut dire quoi concrètement? On a beaucoup de fonctionnaires qui produisent peu. La plupart d'entreprises vivent des subventions étatiques, c'est-à-dire c'est l'État qui leur donne l'argent pour continuer à fonctionner. Ce sont des entreprises qu'on peut qualifier non viables. Par exemple, vous prenez le cas de l'ONEM. Quelles sont les recettes propres de l'ONEM? C'est qu'il faut questionner ça. Si on ne leur donne pas de subventions, ils ne vivent pas. Il y a certaines entreprises où il n'y a pas beaucoup de contestations parce qu'ils ont des recettes propres. Vous prenez les régies financières, vous prenez FPI, vous prenez OGFREM, vous prenez Sensac. Il y a certaines catégories d'entreprises qui ont des recettes. Il y a d'autres, surtout des entreprises de services, parce qu'ils ne produisent pas suffisamment pour s'autofinancer, ils doivent vivre des dotations de l'État. Et malheureusement, ces dotations n'arrivent pas d'une façon régulière ou bien arrivent en retard. Et c'est ce qui pose un peu ce Mais quand malaise. c'est les revendications de l'ONEM, on parle de détournement, de mégestion. Bon, sans compter, il y a ce sport un peu national qui est à regretter. Beaucoup d'entreprises sont mal gérées. Et ça peut poser le problème aussi d'affectation, c'est-à-dire des nominations au sein de ces entreprises. Bon, on a vu des nominations un peu en cascade et qui ne répondent pas, qui ne sont pas sur base de concours et qui sont des nominations d'ordre politique. Et voilà pourquoi les autres réclamaient fils maison, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît un peu l'entreprise, qui a grandi dans le fonctionnement. On doit se remettre en cause quand ça devient un malaise généralisé. Ça signifie qu'il y a certainement et sérieusement un problème de gouvernance de nos entreprises publiques. Vous avez suivi l'inspecteur général des finances a déployé ce qu'il a appelé la patrouille financière pour essayer de bloquer la gangrène de la corruption qui s'est installée. Mais on dirait que ça ne sert pas de leçon aux autres. C'est parce que... Qui a fait la prison? Poser la question, c'est déjà le début d'une réponse. Beaucoup de gens ont détourné l'argent, mais ils se retrouvent dans la rue avec comme prime ce qu'ils ont détourné. Ce qui se pose un sérieux problème de gouvernance. Aux autorités d'en tirer les leçons et les bonnes leçons pour ramener la sérénité dans les entreprises publiques. Nous avons déjà l'insécurité et la guerre à l'Est. Il ne faudrait pas que le malaise social crée d'autres problèmes sécuritaires dans les grandes villes. Sinon, ça serait l'ingouvernabilité qui va s'installer. Est-ce que le malheur de la République démocratique du Congo, c'est l'homme politique? Bon, la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, c'est-à-dire sa beauté. Et la RDC ne peut donner que ses hommes politiques, mais nous avons un sérieux problème dans notre manière de faire la politique au Congo, qui place... On ne peut pas développer un pays par l'exercice politique. Malheureusement, c'est ce qu'on vit en RDC. On essaye de faire comprendre à la population que c'est la politique qui développe. Oui, pourquoi? Parce que la politique est devenue lucrative par les salaires un peu élevés. La politique est devenue lucrative par la facilité de gain à travers des moyens
un peu malhonnête, la corruption, il faut le dire. La politique est devenue lucrative. Quand la politique n'est plus lucrative, les gens vont chercher de l'emploi. Lucratif, de l'emploi qui produisent l'argent. Et là, c'est le progrès. Ce n'est pas en travaillant dans la politique. On peut impacter les choses, mais c'est le secteur privé. C'est dans l'emploi de production. C'est parce que l'entreprise publique, et les entreprises publiques sont minoritaires par rapport à la masse. Tout le monde ne peut pas être passé par là, mais développons l'agriculture et développons les industries. Produisons, investissons dans des secteurs qui emploient la masse. Et là, on pourra réduire l'attrait vers la politique. Si c'est possible, moi j'ai toujours dit qu'il faut diminuer même les salaires des politiciens pour rendre ce que les Congolais attendent. Attractif. Mais c'est vous-même, politique, qui ne voulez pas. Bon, c'est une décision politique. C'est pas facile de se faire harakiri, se suicider ou de couper la branche sur laquelle on est assis. Il y a une réflexion profonde à faire. Voilà pourquoi certains poussent, il faut qu'on négocie, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on diminue les inégalités sociales, la tension salariale. C'est que ça, ce sont des problèmes sérieux qui existent depuis longtemps. Quand on parlait des barèmes de Mboudi, c'est la tension salariale entre ceux qui touchent un DG et ceux qui touchent les derniers. Des fois, les écarts sont considérables. C'est les jours et la nuit. Hein. Il faut diminuer ces écarts. Et ça, ce sont des décisions du gouvernement. C'est eux qui gèrent l'action de l'État, qui gèrent les quotidiens du pays. Nous, on va suivre au niveau du Parlement, on va conseiller, on va accompagner, on peut proposer des lois. Aussi, voilà, mais même en proposant des lois, même si nous proposons les lois, il y a des lois qui existent. Il faut qu'ils soient appliqués. Les droits à la salaire, les droits au salaire, c'est nécessaire. Il faut avoir un salaire décent. C'est reconnu même par la Constitution que vous avez droit à un salaire décent, à un travail décent. Mais qu'est-ce qu'un salaire décent? Vous avez suivi les exercices. Il y a la ministre, je crois, du Travail, ou bien qui a voulu proposer, je crois, les SMIG, augmenter les SMIG. Oui, mais il faut trouver aussi les moyens qui vont concourir à l'augmentation des SMIG. Notre économie continue à s'élargir, et plus c'est s'élargit, plus les salaires continuent à augmenter. Il faut reconnaître quand même que les salaires ont été augmentés ces dernières années. Alors, vous êtes professeur des universités. Ailleurs, le gouvernement accorde plus d'importance des valeurs à la recherche. Et c'est la recherche qui permet le développement. Mais en RDC, nous voyons que les parlements, les institutions, nous avons autant de professeurs, mais qui ne font pas ce que la recherche soit aussi valorisée dans leur pays. Un problème, une question qui interpelle également ceux qui sont encore sur le banc de l'école, qui veulent devenir professeurs. Pourquoi cette question ne vous intéresse pas? Pas seulement le professeur Faustin Lwanga, mais je parle de tous ces professeurs qui ont occupé quand même des fonctions, de hautes fonctions dans ce pays. C'est une très bonne question, une question fondamentale. On ne saura jamais développer le Congo sans développer l'homme congolais. Dans l'homme congolais, il y a son élite, il y a ses intellectuels, il y a ses professeurs. Comment fonctionnent les choses ailleurs? Là, je vais parler de mon expérience internationale. Ailleurs, le monde scientifique travaille en collaboration avec le monde des affaires et l'État. Ici, vous êtes journaliste chevronné, est-ce que vous avez observé cela? Non. Les universitaires sont à la colline inspirée ou cantonnés dans leur milieu universitaire. On les traite même des aigris des fois. Exactement. Le monde des affaires est là et quelquefois travaille avec l'État. De telle sorte, les programmes académiques sont conçus, les programmes scolaires sont conçus sans la vision du développement du pays. On produit beaucoup de gens pour un marché qui n'existait pas. Alors on produit des chômeurs potentiels. Ça, on doit redéfinir tout ça. Ailleurs, on regarde les besoins de développement du pays et on investit, c'est ce que vous dites dans la recherche, qui concourt à cela. Nous avons une grande forêt. On devait favoriser le secteur agricole, former les agronomes, les moniteurs agronomes. Nous avons les mines. On devait favoriser la création
la formation des ingénieurs miniers, même des moniteurs miniers. Nous avons le fleuve, on devait former des écoles de pêcherie et autres. Ça, c'est la vision des transformations. Ici, chez nous, non. Vous avez des juristes, des économistes, en masse, qui sont formés de sciences politiques. Bon, parce qu'ils vont se précipiter vite dans la politique, gérer des choses qui n'existaient pas peut-être, et qui n'existaient pas dans la plupart des cas. Conséquence, on déborde chaque année, on forme des potentiels chômeurs, parce qu'il n'y a pas un marché pour ça. Il faut corriger ça. Et comment corriger? Ça, c'est la vision de diriger un pays. Pour corriger, on a fait des réformes académiques, LMD. Qu'est-ce que ça porte? Ça ne porte pas grand-chose parce que c'était des réformes qui n'ont pas regardé d'abord le marché. Quand je parle du marché, c'est-à-dire les projets des sociétés du Congo. Comment développer les Congo. On a fait les copier-coller, quoi. Oui, c'est ça. Quand on procède de cette manière, sans réflexion profonde, il y a une évaluation qui doit se faire sur le programme LMD pour voir si ça réussit ou si ça ne réussit pas et porter des amendements. Je crois la ministre qui gère l'enseignement supérieur et universitaire est dans ce processus d'évaluation pour essayer de porter des correctifs. Ce qui se pose un sérieux problème de l'homme congolais dans tout son ensemble. Les formations, quand vous regardez, même les niveaux baissent. Oui, même les la niveaux. qualité baisse, la quantité augmente. On est passé de l'école business, de la même façon on est passé de l'église business. Ah, on est passé de l'église business. Oui, oui, l'église qui est devenue des affaires. La moralité baisse, mais nous avons beaucoup de nombre d'églises. Les niveaux de l'école baissent, mais nous avons beaucoup d'écoles. C'est qu'il y a le problème de contenu qui est mauvais. Il faut... Alors, je reviens à cette question. Comment aujourd'hui recadrer? C'est vrai que c'est l'avenir qui est déjà de la RDC qui est sacrifié, mais il y a toujours moyen de recadrer les choses. Je pense qu'il y a moyen. J'ai l'avantage d'avoir deux têtes là sur une seule tête. Ah, je parle en politicien, parce membre du Sénat, et je parle en homme scientifique par mon expérience de l'autre côté. En homme politique, je vais soutenir ce qui se passe. Pas aveuglement, mais accompagner et me montrer solidaire de ça d'une certaine manière. Mais un homme intellectuel... Montrer solidaire d'une certaine manière, c'est-à-dire que... Parce je ne partage pas, il faut accompagner. Mais indépendamment de votre volonté, c'est ça? Non, pas indépendamment de ma volonté, mais en proposant des changements. Donc, quand vous êtes dans une équipe et que l'entraîneur décide de la manière de jouer, si vous voulez jouer, vous n'avez qu'à vous adapter, bien sûr, en jouant bien à l'intérieur. Parce qu'il y a un pilote, il y a un pilotage à faire. Je ne suis pas le pilote, mais je suis dans l'avion. Mais si vous regardez qu'il y a trop de brouillard, vous pouvez souffler au pilote. Essayons de trouver une autre voie. Il y a un danger. Faites attention. C'est ce qu'on est en train de faire. Comment redynamiser l'homme congolais, comment redynamiser l'école, parce qu'on en a besoin pour transformer les Congos. Et en scientifique. Et en scientifique, j'ai fait des propositions concrètes dans l'amélioration. Et moi, quand j'enseigne pour que les choses changent. Même mes contenus de cours sont modernisés. Nous avons beaucoup d'enseignants. Un enseignant et un chercheur, c'est différent. L'enseignant, il fait la routine, il répète. Mais les chercheurs créent et proposent des innovations en fonction de l'évolution du monde, en fonction d'adaptation. Nous avons connu des grands shifts, c'est-à-dire des grands changements sur le plan international. Vous voyez comment Trump se comporte. Ça doit nous permettre de réajuster même la manière d'enseigner, même la manière de nous former. Les rhétoriques doivent changer. Ce n'est pas seulement ça. La guerre d'Ukraine, comment les changements climatiques. Il y a beaucoup de qui choses. frappe la RDC. Hein, ouais, il y a beaucoup de choses qui s'imposent à nous. Hein. Quand vous voyagez beaucoup, vous rentrez, vous voyez comment nous traitons les déchets plastiques. J'avais vu à la télévision, il y a une jeune ingénieure congolaise qui proposait comment recycler les déchets plastiques. C'est qu'elle a adapté à l'environnement. C'est qu'il y a beaucoup de choses en tant que scientifique qu'on peut faire. Approcher le monde des affaires, les producteurs, les ramener à travailler en collaboration avec le monde scientifique. Une professeure avait découvert la fabrication de manioc, des farines de manioc pour faire le pain. Ce n'est toujours pas fait parce qu'il n'y a pas de collaboration. Parce qu'il n'y a pas l'accompagnement du gouvernement. Vous avez très bien Alors compris. cette question, professeur, vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation.
L'Union Sacrée aujourd'hui présente un présidium de 40 membres. Vous en êtes fiers? Et nous allons prendre le deuxième dossier. Fier? 40 membres pour un présidium seulement. Est-ce que je suis fier de ce qui se passe? Bon, c'est pas moi qui ai décidé de ces 40. Mais votre regard, 40 membres. Mon regard objectif est que je crois que c'est trop pour un présidium. Il y a un aspect qu'on doit regarder. Et lequel? Comment mieux gérer? Parce que pourquoi on a amené à avoir ce présidium éléphatesque, si je peux le décrire ainsi. Et entre-temps, il y a certains qui réclament non, on ne peut pas d'intégrer, qui veulent intégrer notamment Henriette Ouamou, qui a même fait une déclaration. Madame, mon analyse ne s'inscrit pas dans le cadre de réclamer d'intégrer, mais dans le cadre, il fallu même réduire ça. Tout le monde ne peut pas être président. Il faut créer, hiérarchiser les tâches, les développer, structurer l'Union Sacrée qui doit répondre à un objectif donné. Bien sûr, accompagner les chefs de l'État et son action, parce que chaque parti a son cahier de charges. L'Union Sacrée est composée de plusieurs types de membres. Des partis qui ont accès au pouvoir, qui gouvernent, des partis qui ne sont pas dans les gouvernements, les associations et les personnalités. Tout le monde ne peut pas être à la présidence. Quand il y a des structures bien définies, chacun peut jouer son rôle ailleurs. Nous autres qui aimons réfléchir, nous pouvons être dans les comités de réflexion et de stratégie pour proposer des choses concrètes et des bonnes choses. D'autres qui ont la verve facile peuvent être dans la mobilisation, propagande et autres. Et ceux qui sont musclés, ils peuvent être dans la sécurité ou autre chose. Pourquoi que la sécurité est du domaine un peu de l'intelligence, la protection, si je peux dire. Et il peut y avoir beaucoup de structures où on peut caser les gens. Une association qui a beaucoup de généraux, mais peu de soldats, conséquence, mais ça peut s'effondrer. Alors, parce qu'il pèse trop au sommet par rapport à la base. Nous allons revenir sur ce point. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. C'était au début de l'après-midi de ce mardi 11 mars 2025. Augustin Bissimois, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, accompagné d'une forte délégation qu'il a été reçu par Jean-Marc Abound, président de l'Alliance pour les changements, tous deux partis politiques de l'opposition. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la sortie de la prison centrale de Makala de Jean-Marc Abound. Vous savez, le président Jean-Marc Abound, c'est un opposant. Le MDVC est aussi à l'opposition. Vous vous souviendrez que lorsqu'il avait été injustement arrêté, nous étions partis le rendre visite en prison sur demande du président Dr Justin Mudekereza. Et maintenant qu'on l'a libéré en termes de réparation de cette injustice, le président Justin Mudekereza nous a chargé de venir le rendre visite pour féliciter et prier ensemble pour cette libération. Et voilà ce qui a justifié notre présence ici. Et donc c'était pour venir, n'est-ce pas, célébrer ensemble cette victoire qui a changé ou corrigé l'injustice. Et donc c'était ça l'objet de cette visite. Les MDVC et les ACCH, deux partis politiques dont leurs objectifs sont les mêmes, le changement et le bien-être congolais. Nous avons réfléchi, on a discuté notre pays et c'est ce qui est très important. On a les soucis partagés du changement dans notre pays et c'est ce qui est très important. Quel est le mal s'il faut compatir avec quelqu'un qui a été injustement arrêté? C'est seulement à ce niveau-là. Les restes, au fait, nous avons retenu que nous partageons les mêmes soucis d'un pays très bien dirigé, d'un pays qui doit connaître un changement. Et donc, nous partageons cet avis avec son parti et les nôtres. Et les restes, en tout cas, nous laissons la primaire aux deux présidents pour discuter. Mais déjà, nous partageons les soucis du changement de notre pays. Signalons que le président du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, Justin Mudekereza, était candidat numéro 14 présidentiel de l'année 2023. Les sièges de l'Union pour les valeurs tshisekédistes ont connu une ambiance particulière à l'occasion d'adhésion de ses nouveaux membres.
Jean-Marie Moulaja Kayembe et son épouse ainsi que d'autres personnes ont accepté de suivre l'idéologie prônée par le docteur Etienne Tshisekedi Moulumba à travers son fondateur, le premier vice-président du Sénat, membre du président de l'Union sacrée pour la nation, José Kalawakalala Jokal. Tout a commencé par l'intervention de la première vice-présidente nationale en charge de la communication, mobilisation, implantation, idéologie et recrutement, Clarisse Babi Mouika Mutumbe. Cette dernière a martelé sur la signification de l'UVT. L'UVT a pensé à mettre tout le moyen possible, toutes ces idées possibles qui peuvent concourir à la paix, à l'épanouissement du peuple congolais. Ça souvent des explications du fonctionnement structurel et organisationnel de l'UVT que préside Jean-Pierre Nsenji Banza. Pour joindre l'utile à l'agréable, signe de leur adhésion de ces grands partis de masse, chacun a signé une fiche d'adhésion et se verront arborer quelques insignes du parti. Jean-Marie Moulaja motive ici son adhésion à l'UVT. Bon, j'ai choisi l'UVT parce que c'est un parti d'abord qui m'inspire confiance. Et son président d'abord, c'est un homme que je connais très bien. Je connais son sérieux. Et je sais comment il s'est battu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler au sein de ce parti. Parce que on le définit comme l'union des valeurs tshisekidistes. Ces valeurs que prône le parti, ce sont ces valeurs-là pour lesquelles nous avons lutté pendant plusieurs années. Et pour le pérenniser, c'est pourquoi j'ai choisi l'UVT. Madame Clarisse Babi Mouika revient ici sur les principes fondamentaux de l'UVT et appelle le peuple congolais d'adhérer massivement pour défendre les intérêts de notre pays. Les adhésions au sein de l'UVT, c'est vraiment de la coutume, c'est une habitude. L'UVT a gardé ses portes ouvertes à n'importe quel moment. Tous ceux qui veulent faire route ensemble avec nous peuvent nous rejoindre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons reçu l'un de nôtres maintenant parce qu'il vient de signer son adhésion, M. Jean-Marie Moulaja, qui vient d'intégrer l'UVT et nous l'avons reçu avec joie. Adhésion na kati ya UVT tosengela yango mbongo te, eza choix ya mutu. Ndimisama vraiment que na comité tshisekidiste oye okoti toyambi yo osali ndenge ndeko asali osigné na ngonga nyonso ba numéro na biso ezala na internet wapi onyo sokokutana na ye oleki na permanence et puis UVT eza représenté partout ezala na ba province ezala na niveau ya ba commune na Kinshasa pe na kati ya ba province mususu toza un peu partout. Donc oya moni que alingi atambola na biso aye ozala mwasi ozala mobali zala na ukaka congolais. Ici de rappeler que ces partis politiques a vu le jour le 3 juin 2020. La photo des familles vient d'accomplir cette cérémonie. Alors, s'agissant de l'Union sacrée de la nation, professeur, est-ce que vous étiez en train de dire que cette réorganisation ne va pas impacter une cohésion au sein de la majorité parlementaire, ou majorité présidentielle, voilà? D'abord, c'était une réorganisation voulue par les chefs de l'État. Quand on veut une réorganisation, ça signifie qu'on n'a pas été satisfait de la manière dont les choses se faisaient. Et nous espérons que cette réorganisation va concourir à l'amélioration de la manière de gérer les groupes politiques qui soutiennent les chefs de l'État. Parce que c'est un fait privé, l'Union sacrée. Si le président de la République n'a pas constaté cette organisation, comme vous l'aviez dit, qui n'était pas satisfait, déjà il y avait moins de 40 personnes, il n'était pas. Avec 40 personnes dans ce présidium, pensez que ça peut produire, donner des bons fruits? Le problème dans une organisation, ce n'est pas seulement le présidium, c'est l'ensemble de l'organisation. Mais 40 personnes, c'est 40 réflexions. L'Union sacrée est composée de plusieurs membres. Il y avait le présidium de 6 qui a été élargi à 40. Il faut voir des aspects positifs et négatifs. Positif, c'est d'abord l'inclusion.
Quand vous avez 40 têtes qui sont sur la table, vous avez élargi, beaucoup de gens se retrouvent là où ils ne se retrouvaient pas. Est-ce que ça va favoriser le travail? Ça, c'est une autre question. Au-delà de l'inclusion, qu'est-ce qui est recherché? C'est de bien travailler, de bien répondre et de bien résoudre l'objectif qui a été assigné à l'organisation. La grande erreur qu'on peut commettre, c'est de penser que l'Union sacrée est un parti politique. Non. C'est un fait privé. C'est un privé. Même les partis politiques sont des faits privés. Oui. Mais chaque parti politique, l'Union sacrée a des partis politiques, a des associations, a des individus. C'est différent. Mais c'est quoi? Un truc sans personnalité juridique donc... Bon, c'est une association comme Asbel. Bon. C'est différent de l'époque de Mobutu avec les comités centrales qui étaient une institution fêtière, qui était bien hiérarchisée. On avait le secrétaire permanent du comité central qui était reconnu comme la deuxième personnalité de la République. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée n'a aucune fonction institutionnelle. C'est qu'il est coordonnateur de l'action de l'ensemble de ce parti. Maintenant, quand vous avez 40 membres à la présidence, ça peut poser un problème de cohésion et de concertation. C'est comme une musique. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de musique. Quand les notes ne sont pas bien harmonisées, vous avez des sons qui sortent, qui ne sont plus harmonisés, incohérents, en désordre. C'est ça le risque que nous avons. Ils auraient pu bien faire de structurer la chose, d'avoir des responsabilités, des tâches, et maintenant de confier ces tâches à des responsables politiques. Parce que c'est une action. Chaque parti politique demeure avec son objet social, avec son cahier de charges, avec sa base, et ils vont concourir. Il n'y aura pas harmonisation d'ambition politique sur terrain dans l'Union sacrée. Ça ne s'est pas passé la dernière fois. Ça risque d'avoir des difficultés aussi de marcher les prochaines élections. Quand les ambitions politiques des gens ne sont pas satisfaites facilement, ça crée des frustrations. Mais voilà, il y a déjà des frustrations depuis tous ces temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens aiment être à la présidence pour être écoutés, parce que ce n'était pas bien géré. Et quand ils seront nombreux, le nombre de frustrations, c'est-à-dire tout le monde qui n'est pas là, s'il ne voit pas, ça va augmenter. Ça a déjà commencé, hein, ces frustrations ont déjà commencé. Ça va augmenter. J'espère qu'ils vont se parler, qu'ils vont voir comment améliorer. Quand vous faites des réformes, il y a des étapes à suivre. La consultation, c'est très important. Recevoir des propositions et des contre-propositions, faire la synthèse, proposer les gens, engager les gens dans les discussions et puis nommer. Pourquoi ne pas aller dans les groupements régionaux, par exemple, où chaque région se enverrait dans l'Union sacrée ce représentant, qui est de les faire nommer. Une représentation linguistique, par exemple. Linguistique, ou bien régionale, ou bien par groupement politique, comme ils l'ont fait. C'est qu'il faut trouver des équilibres pour améliorer les discussions. Alors, répondez quand même à cette question. Déjà, le peuple congolais s'est dit que l'Union sacrée, c'est juste une association, c'est vrai, mais c'est le partage du gâteau, qui est donc la République démocratique du Congo lorsqu'il s'agit des postes à gauche et à droite, et que vous ne vous faites pas confiance. C'est vrai? Bon, la notion de la confiance, c'est quelque chose d'intime. Hein. C'est difficile de savoir qui ne fait pas confiance à l'autre. Vous regardez un chien, un chat. Parce qu'on sait quand même comprendre à travers les sorties médiatiques des uns et des autres, notamment la FDC des Modestes Bahati qui ne s'est jamais caché lorsqu'il faut parler de l'Union sacrée. Je crois, ne nous voilons pas la face non plus. Allez-y. On fait la politique pour gouverner, pour gérer la cité. C'est que c'est une réclamation légitime de celui qui fait la politique d'avoir la parcelle, d'exercer l'action politique pour laquelle il a été élu, soit à l'Assemblée, soit au gouvernement, qui donne les prérogatives des nominations. C'est d'abord l'action gouvernementale. Il y a les projets qui doivent guider. Maintenant, dans ce projet, si vous partagez à gagner ce pouvoir, c'est que vous êtes dans la même coalition
pour gouverner, vous vous attendez que vous aurez aussi à contribuer, à participer. Parce que vous avez vos cahiers de charges qui ont été moulés dans l'ensemble de l'Union sacrée. Parce que nous parlons de l'Union sacrée. C'est tout à fait légitime si vous avez autant de députés que vous vous attendiez que vous allez contribuer à la gestion. Ça ne pose pas un problème. Maintenant, le meilleur problème, c'est de savoir il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas la famille, pas seulement les cousins, pas les copains. On constate que c'est la famille, les cousins, les copains, les copines. Bon, et là, ça pose un problème, ça devient des parties familiales. Est-ce que ce sont des parties familiales? Non. On voit même, ça c'est ce qui augmente les frustrations. Quand il faut maintenant gérer la cité, on choisit de plus en plus rarement sur base de compétences, mais sur base d'allégeance, de proximité, d'amitié, de camaraderie. Ça, ce sont des critères, pas des compétences. Si ce sont des critères objectifs, si vous êtes compétent, on dit, ah, celui-là, personne ne va bouder. Mais on se connaît entre nous, les Congolais se connaissent, c'est ce que vous appelez manque de confiance. Quand vous voyez, vous avez milité, vous êtes compétent, on ne vous considère jamais, mais celle qui n'a pas, la personne qui n'a pas milité, parce que cette personne est proche de X, se retrouve, ça crée des frustrations et ça fragmente la confiance. Est-ce que l'Union sacrée a de l'avenir? De l'avenir? Bon, je crois... Ça est sincère. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, un homme politique, je ne peux que soutenir, et un scientifique, je crois que les structures mal gérées finissent mal. Bon, si le président a demandé qu'on redynamise, ça signifie, ça courait un risque de ne pas bien aboutir. Si c'est bien redynamisé, et je compte sur le leadership de mon ami et professeur Mbata pour bien redynamiser l'Union sacrée, s'il réussit... Le pouvoir est aussi contesté à redynamiser, par certains. Déjà, il est contesté. Les contestations, nous vivons dans une ère de contestation. Il y a certains se posent la question de savoir en quelle qualité. Il dit qu'il a été mandaté par le président de la République. Mais on ne le reconnaît pas. Je crois qu'il a été mandaté. Et pour faire la restructuration, on ne peut pas mandater tout le monde. Je crois qu'il m'importe, en tant que membre de l'Union, de lui apporter mon soutien et des conseils surtout. Hein, et de demander à tous ceux qui boudent d'amener des propositions et des contre-propositions. Il ne faut pas faire seulement des déclarations destructives. Mais qu'est-ce que vous avez amené comme contre-proposition? Alors dites-nous d'abord, depuis même l'existence de cette Union sacrée de la Nation, vous vous êtes réunis combien de fois pour parler pays, réfléchir et faire une proposition? Pas beaucoup de fois. C'est parce que ce n'était pas bien structuré, ce n'était pas bien géré. Voilà pourquoi on demande la restructuration, la redynamisation. Les patronages politiques de l'Union sacrée avaient du sable dans l'engrenage. Ce n'est pas un secret, voilà pourquoi on veut changer. Et si on ne change pas, pour répondre et faire court à votre question, si on ne change pas, ça va s'effondrer. Professeur Faustin, que pensez-vous de toutes ces rencontres de Jean-Marc Kabound, qui était un ancien secrétaire, qui est donc un ancien secrétaire général du parti présidentiel, depuis qu'il est sorti, non seulement qu'il a eu à faire beaucoup de déclarations sur la gestion du pays, même la gestion du parti présidentiel, sans oublier même cette union sacrée de la nation, toutes ces rencontres. Bon, d'abord, il y a un aspect de sympathie. Quelqu'un qui venait de faire, je crois, plus de 30 mois en prison, quand il quitte, il a eu des amis qui peuvent le voir. C'est tout à fait normal, comme si quand tu viens d'un deuil, tu auras beaucoup de gens qui vont venir. Il y a cet aspect de sympathie. Deuxième aspect, ne vous trompez pas, on a vu des gens quitter la prison et occuper des postes de responsabilité. Peut-être ça sera le cas de Kabound. Rappelez-vous de Tchibala, rappelez-vous de Mandela qui a fait aussi longtemps en prison, il est devenu ceci, cela. Est-ce que Kabound est le futur Mandela, c'est le futur Tchibala ou quoi? On a vu Kamere faire la prison et revenir, il est là où il est. Bon, l'histoire de notre pays nous a montré que c'est... On peut quitter la prison et aller à la primature. La primature, on a vu, pas seulement chez nous, au pays. Lula, il a fait la prison, il est redevenu président de la République. Bon, c'est dans cet élan
Et surtout qu'il a déjà des ambitions pour la prochaine présidentielle. Bon, je crois qu'il ne faut pas seulement faire la prison pour rêver de devenir président. Il faut savoir proposer qu'est-ce que Jean-Marc Kaboun offre. Au-delà de se précipiter pour aller les voir, on devrait plus l'écouter. Hein? Attendre qu'est-ce qu'il offre, quelle est son offre politique. Parce que nous adhérons, beaucoup de gens se suivent à moto de panier. Je n'ai rien contre Jean-Marc à titre personnel, mais qu'on voit d'abord son offre politique. Quelle est l'offre politique de l'IDPS, de l'Union sacrée et tout ça? L'offre politique des présidents, on le connaît dans ces 6 axes et qui est gérée de la manière dont c'est géré par ce gouvernement, soutenu par sa majorité présidentielle au niveau du Sénat, au niveau des 2 chambres, au niveau de l'Assemblée générale. Maintenant, quelle serait l'offre politique? Il est tout à fait de bonne loi qu'il quitte la prison, qu'il concite ou qu'on les concite et qu'on l'approche. Vous n'avez pas oublié, on parle du gouvernement d'union nationale en perspective. Mais il ne croit pas. Des dialogues. Il ne croit pas à ce gouvernement. Il dit que ça ne va pas résoudre le problème. Mais ce Kaboun ne peut pas changer le Congo seul. Tout comme le président Tshisekedi ne peut pas changer le Congo seul. Personne ne pourra changer le Congo seul. Il aura besoin d'une équipe. C'est comme cette main. La main ne peut pas bien fonctionner seule. Elle a besoin de tout ses 5 doigts. Pour changer ce Congo, il faut composer avec des Congolais, regarder, avoir un projet de société cohérent, un bon projet de société et allier les gens à cette idée de relever les Congos, de transformer les Congos et de faire changer, développer le Congo. Voilà un peu. Et comment moi je vois la lecture de l'attroupement auprès de Kaboun. Madame, Messieurs, on se retrouve juste après ces dossiers pour continuer avec les débats. Ce procès met en cause le ministère public aux 5 prévenus devant la haute cour militaire. Après lecture de l'extrait des rôles par la greffière en chef, le premier président de la haute cour militaire, le président des Seyans, a procédé à l'identification des prévenus. Il s'agit des officiers généraux, lieutenant-général Alengbia Nyetetesia Nzambe Dieu-Gentil, commissaire divisionnaire Ekou Kalipo Poromuald, général de brigade Yang Batene Dani, général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et les commissaires divisionnaires Mukunantumba. Ils sont poursuivis pour lâcheté, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation de consignes. Pour cette audience introductive, les avocats des prévenus ont estimé qu'il était nécessaire pour eux de compulser les dossiers afin de bien défendre leurs clients. Et pour ce faire, 2 semaines de remise s'avéraient raisonnables. Le ministère public par le lieutenant-général Lucien René Likoulia a donné son avis et le premier président de la haute cour, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a accédé à la sollicitation des avocats et remis l'audience à la huitaine. À 10 h, le 20 mars, les prévenus seront de nouveau à la barre. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, celui qui est considéré comme le numéro 2 du régime, qui a été de triste mémoire chef d'état-major de notre armée en 1997, a été sanctionné par les Américains. Il est ministre d'État en fonction. Il a été sanctionné. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consistent à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres, notamment au niveau du Capitol Hill au Congrès, où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit « Qu'est-ce que vous faites en RDC? Qu'est-ce que vos militaires font en RDC ?» Il y a des problèmes de gouvernance, il y a un massacre de communautés, etc. Mais la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous faites en RDC? Quittez le territoire, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas eux qui vont venir régler nos problèmes de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre nos communautés. C'est ça les messages qu'ils entendent à Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Parce que, regardez bien, s'il vous plaît, vous pensez que c'est sur quelle base que les Américains ont pris la décision de sanctionner James Kabarebe? Est-ce que les Américains, en prenant ces décisions, ne savaient pas, ne connaissaient pas le narratif rwandais? Vous êtes sûr? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est motivée. Il faut lire ce qui est écrit lorsque James Kabarebe est sanctionné. Dans la posture actuelle où tous les pays du monde, un par un,
commence à prendre des sanctions. Les sanctions qui, pour nous d'ailleurs, sont arrivées un peu plus tard, après les condamnations, est illustratif du ras-le-bol, du comportement du président rwandais. Alors moi, je veux bien que les compatriotes puissent être sensibles sur les gesticulations de nos adversaires, mais il faut bien lire et bien interpréter le travail que nous faisons avec le président de la République en tête. Madame, Messieurs, vous le savez très bien que l'Est de la République démocratique du Congo est agressé, donc la République est agressée dans sa partie Est. Alors, professeur, vous avez géré la direction Asie-Pacifique de l'Organisation mondiale de commerce. Plus de 50% du commerce mondial, c'est quoi le problème économique de la République démocratique du Congo? Le problème économique de la République démocratique du Congo ou le problème de la guerre économique? Avant de toucher d'abord, parce qu'il y a maintenant des répercussions aussi sur l'économie de la RDC avec cette guerre, surtout que les M23 occupent quand même des zones qui sont des zones importantes. Le problème économique de la RDC qui est d'une façon générale, nous avons une économie qui n'est pas diversifiée. Parce que la philosophie politique, l'économie doit être au service de la nation, de la population, vous permettre, vous et moi, d'améliorer nos conditions de vie. Dans l'émission, vous avez vu les gens qui réclament. C'est parce que l'économie ne marche pas bien, que sa taille ne s'élargit pas, qu'elle ne produit pas suffisamment de l'argent. Notre économie est structurée depuis l'époque coloniale de la même façon, produire les matières premières, les exporter. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et on envoie à l'extérieur. Voilà, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous consommons les manufactures, c'est-à-dire nous consommons beaucoup de choses que nous ne produisons pas. Ça devait être un peu l'inverse. Et depuis, on nous a fait croire que c'était possible, mais voilà. On n'a toujours pas ces solutions. Non, c'est qu'il faut changer cette approche. Le Congo doit produire plus pour les Congolais et importer moins. Et exporter un peu. Déjà, les Congolais vont comprendre qu'il y avait déjà un problème avec l'économie. Ça, c'est la structure qui était mal faite, mais c'était les Belges, ça les servait. Parce qu'il fallait produire ici pour servir là-bas. Des colonisateurs. Oui, et garder ici comme les grands marchés, nous envoyer et la nourriture. Malheureusement, 65 ans après, nous continuons à vivre de la même façon. On dépasse plus de 3-4 milliards pour importer la nourriture. Dans un pays qui a une grande forêt comme le nôtre, ça pose un problème. Ça ne un pays solution pour d'autres pays. Hein. Parce que si on doit devenir pays solution, nous devons, moi j'aime dire, définir la nature de ces solutions. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos mines? Nous en avons beaucoup, parce que vous avez demandé la structure de l'économie congolaise. Nous avons beaucoup de mines. Nous avons des objets qui créent la convoitise. Ça va nous amener même à l'analyse de la guerre. Qui ont un impact sur l'humanité. Voilà pourquoi on nous appelle pays solution. Nos mines stratégiques pour la transition énergétique et écologique, pour l'avenir de l'humanité. Notre forêt, qui est un grand poumon en oxygène, un poumon en carbone, pour l'avenir de l'humanité. Maintenant, la grande question, qu'est-ce que nous voulons faire de nos mines? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos forêts, de notre espace, de Inga? On ne définit pas ça. Nous n'avons pas une politique minière. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre cobalt? Est-ce qu'il faut la transformer? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de politique derrière ça. Notre forêt, est-ce qu'il faut seulement la taxe? Est-ce qu'il faut transformer les bois? Ça doit nous servir à produire la nourriture. Notre eau, d'eau douce. D'autres pays meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau. On a vu le Tchad qui avait besoin même de l'eau de la RDC. Quelle est la politique? On a réfléchi, je crois, sur le code de l'eau qui est en train de va sortir d'ici là. Après autant d'années. C'est qu'il y a des questions et des questionnements à faire sur la structure de notre économie qui ne doit pas continuer. Ça n'a rien à voir avec les gens qui gèrent pour le moment l'économie. Mais moi, si vous me la confiez, je vais la gérer peut-être de la même façon. Mais il faut la changer fondamentalement. Est-ce que c'est pourquoi le président de la République avait compris et il a lancé ces débats sur la Constitution? Bon, ces éléments ne sont pas dans la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui nous empêche à réfléchir sur le bien fondé de nos forêts. Ce n'est pas la Constitution qui nous empêche à réfléchir sur ce que nous voulons faire de nos mines.
des lois organiques ou bien des décrets et des arrêtés des ministres pour faire ça. Peuvent résoudre le problème. Oui, des propositions sur la politique minière, c'est à nous de le faire, de proposer comment la coproduction. Maintenant, quand nous allons définir cela par une vision qui transcende des générations, sur la vision de nos mines et ce que nous voulons en faire, ça pourrait amener des changements dans l'avenir. Est-ce que les Congolais peuvent tenir comme responsables de cette situation les législatives et le gouvernement, c'est-à-dire que les élus, les sénateurs, les députés et les membres du gouvernement? Non, il s'agit d'une paresse intellectuelle collective. Ah, une paresse intellectuelle collective. Collective, parce qu'il n'est On pas... accepte que le pays puisse perdre tout. Bon, c'est que nous devons, en tant que nation, arriver à concevoir quelque chose. Il y a des plans. Arriver à concevoir ce plan et à les mettre à jour. Nous avons des plans de développement et de transformation du Congo. Il faut le mettre à jour. Si ce n'est pas bien suivi, alors ça pose un problème de philosophie de l'avenir du pays. Alors, professeur, on comprend déjà que l'économie de la RDC avait des problèmes. Alors maintenant, à ces jours, quelles sont les principales conséquences de cette économie, surtout que nous vivons cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, des régions qui sont riches en ressources minérales, cette partie de la République. La RDC qui est une belle femme aujourd'hui, convoitée par tout le monde, et le Rwanda a décidé de prendre ce coin, par cette manière, faire la guerre. Bon, je crois, madame, la première conséquence de la guerre, c'est perturber les activités économiques, même les activités sociales, qui sont en arrêt. Piller les unités de production, piller, perturber. Quand il y a la guerre, les gens ne vont pas travailler. Ça, c'est la première des conséquences. Et qui peuvent être néfastes. Parce que quand vous ne produisez pas, imaginez si vous aviez des productions de médicaments, ça s'arrête. Des productions industrielles, ça s'arrête. Deuxième chose, ça crée ce sentiment d'insécurité qui est grave. Parce que quand il y a cette insécurité, personne ne vient encore investir. Même vous-même, vous préférez garder un peu l'argent que de faire des achats. Et c'est pas seulement à l'Est, même on a entendu que même à Kinshasa, certains investisseurs étaient en train de partir. Ça s'appelle les effets d'entraînement de ce qui se passe. Ces foyers de tensions, d'insécurité, réagissent comme des ondes de choc. La manière de vous expliquer ça très bien, vous avez de l'eau dans le bassin, si vous plongez quelque chose, l'onde touche jusqu'au bord. C'est que Kagoma, Bukavu, tout l'Est est touché. Nous sentons les chocs jusqu'à Kinshasa. Nous sentons les chocs dans l'ensemble du pays. C'est que les distributions, les exportations de viande qui nous c'est-à-dire la consommation de viande qui nous venait de l'Est, que ce soit beaucoup d'haricots et beaucoup de produits de l'agriculture qui venaient de l'Est, ne viennent plus. Les recettes qui étaient générées par les régies financières à l'Est n'arrivent plus ici. C'est que le pays est déjà handicapé et perturbé sérieusement. Ça, c'est la conséquence. Sans ajouter les conséquences sociales, les viols, les tueries et les massacres. C'est que cette guerre nous coûte très cher. Et il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter parce que la cause fondamentale de la guerre, c'est puiser les mines, puiser les ressources du Congo, servir pour la cause de l'étranger. Il est temps qu'on produise pour le Congo. Et pour mettre fin à cette guerre, je crois qu'il faut utiliser les ressorts économiques pour couper. Moi, j'aime souvent dire, utiliser les ressorts économiques comme bouclier anti-agression. Utiliser les ressorts économiques, c'est-à-dire quoi? S'ils veulent nos mines, qui ne leur appartiennent pas, nous devons nous poser des questions, madame. Pourquoi les gens préfèrent traiter avec un voleur que nous, les propriétaires? Pourquoi? C'est une question Et surtout qu'on va se rappeler quand même que le président de la République, lors d'une réunion, était clair, il a même dit « Venez par la grande porte ». Mais personne n'est venu. Au lieu d'entrer par la petite porte, venez par la grande porte. Il y a plusieurs aspects et on peut spéculer ou on peut relever les faits. Moi, je préfère relever les faits. Allez-y. Si les gens ne viennent pas, c'est qu'ils ne nous trouvent pas crédibles. Ah.
Première chose. Donc non, la RDC n'est pas crédible. Et parce que nous avons des pratiques qui découragent les gens de venir. Quand on crie au détournement à tout moment, peut-être? Corruption, le droit de porte, qui agit... Rétrocommission. Ça agit comme répulsion. C'est comme si vous dites, venez chez moi et vous mettez un chien méchant à la porte, personne ne vient. Il viendra. Et c'est ce système, pas système, ces pratiques constituent des freins aux gens de bonne volonté, aux gens qui ont les moyens de venir. Nous devons nous rendre crédibles d'une certaine façon pour que les gens viennent chez nous. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant, nous devons définir qu'est-ce que nous voulons faire de nos richesses et attirer les gens, bien sûr en se mettant déjà crédibles, travailler avec eux, cherchons les gens qui ont l'argent, pas les intermédiaires, qui ont l'argent, qui ont la technologie et la puissance de développer ces choses avec nous. S'ils viennent travailler avec nous, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, le Brésil ou l'Europe, si nous entrons pas ceux qui ont l'argent, ou bien les Moyen-Orient, qui ont la technologie, qui ont la puissance de nous défendre, là, on ne va plus venir s'amuser avec nous. Personne comme ça. ne viendra attendre. Ne viendra. Alors aujourd'hui, dans l'opinion congolaise, et surtout au sein de l'opposition congolaise, on tient pour responsable du dernier carnage et tout ce qui se passe, les villes occupées aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces voix? Bon, c'est facile de jeter la pierre au président. Bon, de toute façon, il est le président de la République, il est le premier responsable de la vie de tous les Congolais, mais il n'est pas responsable des comportements des rebelles. Je ne pense pas que le président encourage les gens à fomenter des rébellions. Il se bat et il a besoin de soutien. Quand la maison brûle, ce n'est pas le moment de chercher d'abord un coupable. Il faut éteindre le feu, sauver ce qui est à sauver, et ensuite, on pourra tirer les responsabilités. Le chef de l'État a besoin de notre soutien, du soutien des Congolais. Il est le chef des armées. Bien sûr, il y a des problèmes, il y a des défaillances de gouvernance. Il ne peut pas être partout. Et il a travaillé avec toute une équipe qui doit mieux l'accompagner. Je crois qu'il y a lieu d'accompagner mieux le chef de l'État, de le secourir et surtout d'être derrière lui durant ces moments de combat. Nous allons prendre le dernier dossier, mais d'abord, aujourd'hui, certains sont quand même surpris de voir que la RDC est en position de négocier avec le M23. Oui. C'est une très bonne question, madame. Récemment, la RDC a enregistré des succès diplomatiques. Pour la première fois, on a pointé du doigt le Rwanda comme agresseur. Toute ma vie, moi, j'enseigne les techniques de négociation. Qu'est-ce qu'on a constaté? Parmi ces succès, il y a la résolution qui a été votée à l'unanimité le 21 février 2025 à New York. Les succès de la diplomatie. Oui, la résolution 2773, qui stipule ceci, qui exige le retrait immédiat des troupes rwandaises et du M23 des zones occupées comme Goma et Bukavu. Deuxièmement, la cessation des hostilités et l'engagement des parties à conclure un cessez-le-feu. Troisièmement, la lutte contre l'exploitation illégale des minerais qui finance les groupes armés, renforçant la transparence. Et quatrièmement, la reprise des pourparlers diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, soutenu par les processus de Luanda et de Nairobi. Ça, c'est la résolution fêtière. Nulle part on a ordonné, on a demandé par les Nations Unies, où tout le monde se retrouve au Congo, de négocier avec les M23. Avec les M23. Nulle part. Le M23 qui a été considéré comme un mouvement militaire, je parle des M23, pas des AFC. Non, M23. M23 devait trouver sa quote-part dans le processus de Nairobi. Maintenant, il y a lieu de poser des questions. Maintenant, en tant que celui qui enseigne les techniques de négociation, le premier élément, c'est le mandat de négociation. Le président d'Angola, en tant que facilitateur, a eu ce mandat d'imposer la négociation
entre la RDC et les M23 ou par qui, par quel mécanisme? Et surtout qu'il a été élu dernièrement à l'Union africaine et certains anciens présidents étaient quand même désignés comme ça c'est facilitateurs. La première question. Oui. Maintenant, en nous obligeant, pas obligé, à demander à la RDC de négocier directement avec le M23, il enterre le processus de Luanda où la RDC était supposée négocier avec les Rwandais. Et non avec les M23. Oui. Que devient les Rwandais dans tout ça? Il est dédouané. Il se dédouane, il disparaît. C'est ça le piège de négocier directement avec les M23. Les Rwandais disparaissent, ses troupes demeurent. Les M23 n'exécutent pas ce que la résolution lui a demandé, mais se retrouvent en train de négocier. Alors que le M23, c'est le Rwanda également. Oui, c'est le supplétif, le Rwanda. Alors, le Rwanda a toujours fait ça malignement en se positionnant. Parce que les Rwandais étaient coincés sérieusement sur le plan diplomatique avec des sanctions en perspective. Maintenant, qu'est-ce qu'on risque de constater? Les Rwandais vont commencer à dire ce n'est pas notre problème. Les M23 discutent, les Congolais discutent entre eux. Pourquoi vous nous avez sanctionnés? Parce que nous ne sommes même pas en train de discuter. Mais visiblement, déjà, professeur, la RDC est favorable parce que quand on voit la porte-parole du président de la République dire « nous prenons acte ». Non, on peut discuter en exigeant d'abord, il y a une résolution qui est là, que le Rwanda demeure sur la table parce que n'est pas enterré complètement les discussions avec le Rwanda. Le président angolais parle du Rwanda, on parle du M23. Mais il est facilitateur, madame. Il n'est que facilitateur. Ce n'est pas lui qui impose l'agenda. L'agenda se discute, ça s'impose soit de la manière légale par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies votée à l'unanimité. Et bien sûr, il peut y avoir des sous-agendas proposés par les facilitateurs. Nous prenons ces dossiers et on revient sur cette question de ces dialogues en vue RDC M23. Certains leaders de la communauté Lori, regroupant les peuples balais, ont été clairs dans leur position devant la population de cette contrée. Ils ne sont pas d'accord avec l'adhésion des enfants Lundu pour rejoindre le colonel déserteur FRDC, Justin Lobo-Pissi, ici, de cette communauté. Ils découragent tous les jeunes de cette communauté à adhérer à la vision d'un nouveau groupe armé, Serpi, ayant pour objectif de déstabiliser la province de l'Ituri. Nous avons appris que Pissi lance des messages qu'il enverra de l'argent à chaque jeune de localité de Kotoni, Lakba, voire même Tatsi. Nous les jeunes Lendu n'adhérons pas à ces mouvements. Nous ne voulons pas la guerre. Lendu et Hema parlent la même langue, ce qui témoigne la forme actuelle des conflits impliquant des groupes armés diffère grandement de celle à 1998. Au nom de la population de son entité, le chef du groupement Ezekere a salué l'initiative de la communauté Lori et appelé la population de Kotoni et des Bédou Ezekere en général à travailler aux côtés du gouvernement pour barrer la route aux ennemis de la paix. Nous remercions le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, pour son engagement en faveur de la paix. Son dévouement, jour et nuit, contribue à garantir un environnement paisible où chacun peut vivre dans la tranquillité. En cas de problème, les services de sécurité sont prêts à intervenir pour offrir leur aide à tout moment. En dépit de l'insécurité causée par les miliciens Kodeko et Zaïre en territoire de Djougou, deux leaders communautaires restent déterminés à barrer le chemin aux forces négatives, ceci au profit du développement durable, le pardon sincère et l'unité iturienne. C'est aussi un des messages clés du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations, à la population iturienne qui entre dans la ligne de veille patriotique telle qu'est lancée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République.
À l'hôpital militaire Kankokolo, plus de 500 blessés de guerre y sont internés. Pour la majorité, ces internés sont des militaires qui combattent au front en vue de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Conscient du sacrifice énorme qu'ils consentent pour la nation, le sénateur Topin Kabungo Mukengeshaï a pensé leur dire pour la énième fois toute sa reconnaissance et sa considération. Le questeur du Sénat y a effectué ce vendredi une visite de solidarité accompagnée de son cabinet. L'élu des élus du Kasaï central a d'abord reçu les détails sur le fonctionnement de l'hôpital et la gestion au quotidien des malades de la part du médecin directeur général avec qui il s'est entretenu. Topin Kabungo entend par ce geste soutenir la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans l'amélioration des conditions sociales des militaires. Après échange avec le docteur Denis Nkobia, le sénateur Topin Kabungo a visité en toute intimité les blessés dans la salle d'urgence. Pour matérialiser son soutien, Topin Kabungo n'est pas venu les mains vides. À l'hôpital militaire, son don est composé d'un important kit de médicaments, des fournitures médicales dont les échantillons ont été présentés au médecin directeur. C'est une façon pour nous de soutenir le chef de l'État et surtout nos vaillants militaires ici, les Ouazalendwa, qui se battent pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Ils méritent vraiment d'être soutenus à chaque fois que les moyens sont à notre disposition. C'est une façon aussi de marquer notre solidarité avec nos populations de l'Est pour montrer qu'on ne les abandonne pas. Et pour terminer, je demande à toute la jeunesse, à tous ceux qui ont déjà des diplômes, des graduats ou de licence, c'est le moment d'intégrer l'armée. Parce que c'est vous qui allez être des officiers de demain. On se plaint trop que l'armée est infiltrée, ainsi de suite, et qu'il y a trop de brassage. Si vous y entrez maintenant, on ne parlera pas de l'infiltration de l'armée demain, ni de brassage non plus. Le docteur Denis Nkobia, qui a réceptionné à main propre ce don, a remercié le sénateur Topin Kabungo pour ce geste de cœur louable, surtout en cette période. Il a profité de cette occasion pour soumettre au sénateur quelques préoccupations de l'hôpital. Cette réunion extraordinaire qui intervient une semaine après celle de la Troïka de l'organe les pays contributeurs des troupes a reçu les rapports actualisés des travaux du 6 mars dernier au sujet du mandat de la mission de la SADC en RDC samedi RC. Dans le communiqué au final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, M. Elias Magossi, le sommet a mis fin au mandat de la SAMIDI-RC et a ordonné le début du retrait progressif de ses troupes. Toutefois, les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi fusionnés, dont il salue la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC en faveur de la paix et de la sécurité ainsi que la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMIDI-RC dont le courage et le sacrifice témoignent de la force et de la solidarité régionale. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a salué par ailleurs l'initiative du président angolais João Lourenço qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Sous la conduite du Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel a connu la participation de tous les dirigeants de cette organisation sous-régionale. Alors, professeur, déjà, les rendez-vous est pris pour cette semaine, le 18, pour ce rendez-vous à Luanda, autour du président angolais M23 et puis la RDC. Est-ce que cette démarche fragilise les efforts diplomatiques ou, en cette période, la RDC attend quand même des sanctions contre le Rwanda, notamment du côté de l'Union européenne? Il y a un
un piège, en quelque sorte. La résolution 2773 est prise à l'unanimité des conseils de sécurité, des membres des conseils de sécurité, n'a pas été mise en œuvre jusque-là. Et cette situation va vider un peu de sa substance une partie, à savoir le retrait, le cessez-le-feu et la négociation directe avec le Rwanda qui recommande cette résolution. Il y a à se demander d'où vient le mandat de négocier directement avec M23. Ce n'est même pas à l'autre association de Nanga. AFC, c'est M23. Et même l'invitation qu'on a vue jusqu'à cet instant, c'est l'invitation adressée au M23. M23. En d'autres termes, le Rwanda se replie, ne plus visible sur les négociations et sur les perspectives des sanctions. Ça donnerait l'avantage au Rwanda de se faire voir en disant « moi, je n'ai rien là-dessus, pourquoi me sanctionner ?» Est-ce qu'il y a un autre complot contre la RDC? Parce que là, visiblement, c'est comme si le président angolais dédouane le Rwanda. Il ne reconnaît pas que c'est le Rwanda. Non. Il a dit qu'il passerait la main sur le processus de Luanda qui demande une négociation directe avec le Rwanda, RDC Rwanda. Quand on voulait discuter, c'était je crois au mois de décembre, le Rwanda ne s'était pas présenté. Oui, Félix Tshisekedi avait fait les déplacements. Ne s'est pas présenté parce que le Rwanda s'attend le piège qui se mettait en discuter directement, s'est éclipsé. Et de la même façon, cette fois-ci, il pousse ce supplétif M23 sur le terrain des négociations et il se retire. C'est un piège à déceler par nos négociateurs. Nous devons préparer, nous devons y aller, parce que c'est nécessaire. La RDC doit y aller. Bien que le président avait juré de ne jamais se retrouver en face du M23. Ce n'est pas le président. Le président peut partir attaquer autorité de l'État. C'est qu'il ne négocie pas. Il ne pas négocier avec le M23. Et ça inquiète quand même la population congolaise. Il y a la donne qui a beaucoup changé, madame. Laquelle? L'occupation des territoires est très importante. La rébellion a conquis des territoires. Premier élément. Deuxième élément, les forces de SADC qui viennent de décider de se retirer. Un autre danger, la RDC est menacée, agressée, des terres occupées et la SADC se retire. Qui se retire. Alors, allez-vous condamner le président à ne pas chercher des perspectives de paix au motif qu'il avait dit qu'il ne négocierait jamais? Tout le monde peut changer. Quand l'intérêt national l'y oblige, et l'intérêt national ici, c'est l'intégrité rigoureuse. C'est l'intégrité du territoire. Les anglophones disent « fight and talk », c'est-à-dire vous combattez et vous parlez. Toutes les guerres se terminent par les paroles. Toutes les guerres se terminent par des négociations. Et en plus, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtient pas ce qu'on veut. On obtient ce qu'on négocie. La RDC doit savoir qu'est-ce qu'elle part négocier là-bas. Elle ne part pas négocier contre l'intégrité du territoire. Vous avez suivi aussi les exigences du M23. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas ce qui va se négocier. Ils auront ce qu'ils vont négocier. L'agenda des négociations est vague jusqu'à ce que vous arrivez à négocier face à face. Alors, vous, en tant qu'enseignant du cours de négociation à travers le monde, vous venez de décortiquer donc ces négociations entre le M23 et le Rwanda, mais aussi les conséquences pour les M23 et la RDC, et les conséquences pour le Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche, bon, c'est une démarche d'abord qui va vider des substances les réclamations des M23 qui disent qu'on ne veut jamais les écouter. C'est une approche. On les a écoutés. Ce qu'ils ont dit, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de concret. C'est pas les mixages? Non. Brassage? On ne sait pas, il ne faut pas anticiper. Il y a des limites. C'est ça ce que j'appelle les cahiers des charges de la RDC. On doit savoir, on va là-bas, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Il y a des choses, les points rouges, qu'on ne va jamais accepter. Que ça devienne dialogue du sourd. Au moins, pendant qu'on négocie, s'il y a des staticos sur le terrain, il faut faire attention que ça ne dure pas. Il faut faire attention que ça ne s'éternise pas.
Il faut faire attention que Goma et Bukavu ne deviennent pas, n'aient pas un statut particulier comme le Kosovo. Tout ça, ce sont les dangers de ne rien faire. Quelle est l'alternative si on ne négocie pas pour le moment? Alors, quelle est l'alternative? Si on ne négocie pas pour le moment, c'est la guerre. La RDC est-elle capable de faire la guerre? Lorsqu'on a vu des policiers, des hommes en uniforme de la RDC qui ont abandonné les postes et qui sont partis, on voit même un procès en cours contre ceux-là qui ont déserté. Nous avons certes des faiblesses, mais la RDC demeure capable de faire la guerre. Capable de faire la guerre? La population congolaise n'accepterait pas de se faire coloniser par un mouvement rebelle. Il y aura des résistances et les Ouazalondes sont en train de donner des troubles. Ceux qui peuvent venir, mais ils ne sauront jamais diriger le pays. Est-ce que c'est ça la finalité? C'est ça l'alternance? Non. Le Congo a besoin d'être pacifié, de travailler. On va continuer la diplomatie à plusieurs échelles, au niveau international, au niveau régional. La SADC a accepté de nous accompagner politiquement. Jouons sur le terrain politique. Ce pays a besoin de paix, madame. Et toute nature, les prêtres poussent aux négociations. J'allais d'ailleurs poser la question, que devient alors la démarche? Vous, en tant que professeur en la matière, négociation, c'est votre matière. Oui. Alors que devient cette démarche de l'ECC Senko lorsque l'Angola récupère presque ce qu'il voulait? Non, l'Angola ne récupère pas. L'Angola facilite. L'Angola ne fait que le facilitateur. Même dans le cadre de l'approche de Senko, on devait avoir un facilitateur. Un facilitateur, oui. Ne l'oublie pas, l'Union africaine a dénoncé aussi 3 facilitateurs. Nous avons encore 3 facilitateurs. Oui, oui. Les anciens présidents Obasanjo, ancien président d'Éthiopie et une autre ancienne présidente, je crois, de... C'est lorsque Lorenzo est allé à l'Union africaine. Voilà. Alors, nous avons plusieurs approches. La crise congolaise étant multiforme et multifacette, plusieurs approches ne seraient pas mauvaises. On avait les processus de Luanda et les processus de Nairobi. Là, nous venons d'ouvrir une parenthèse avec ces négociations avec les supplétifs rwandais M23. La perspective serait de fusionner tout ça à un certain moment pour arriver. Il y a l'aspect des Congos. Les Congolais, il y a la crise interne aussi, la négociation, la cohésion nationale qui est nécessaire face à ces perspectives de rébellion à l'Est. Mais visiblement, on n'a pas, le Congo n'est pas prêt à recevoir, à vivre cette cohésion parce qu'il y a toujours des opposants qui continuent à refuser la main du président. Je vous ai dit, quand la maison brûle, ce n'est pas le moment de bouder. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à regarder l'intérêt de ce pays. De refuser avec l'eau qui est dans votre jardin, votre robinet pour être là-bas. Ils ne sont pas prêts. Non. Le pays est menacé, l'intégrité du territoire est menacée. Le fait de bouder, il risque de se retrouver d'être opposant de quel pays? Si le Congo s'est fragmenté d'une façon irréversible, ils seront opposants où? C'est le moment de l'unité nationale, de défendre la patrie et la nation par toutes nos forces. Personnellement, je soutiens cette approche. Alors, quel sera l'avenir de la diplomatie de la RDC lorsque la RDC décide d'aller rencontrer le M23? C'est ça la diplomatie. Au niveau du Conseil de sécurité, du Conseil de sécurité, on ne négocie qu'avec un ennemi. On ne négocie quand il y a divergence, quand il y a conflit d'intérêts, quand il y a homogénéité, il n'y a pas besoin de négocier. Les négociations peuvent être difficiles, il faut l'immunité dans l'action. On n'aime pas parler de Kabila, il s'était humilié, il a négocié avec, il s'est fait accompagner de 4 vice-présidents. C'était une décision à l'époque qui a permis de reconquérir le territoire national. Ce n'était pas facile. Je ne dis pas que le président Tshisekedi doit faire la même chose, mais l'intérêt national doit primer sur l'ego individuel de ne pas agir. Alors, pour finir, parce que nous sommes pratiquement à la fin, vous avez suivi quand même l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Oui. Comment voyez-vous ces sorties médiatiques lorsqu'il parle du M23 comme une émanation du peuple congolais? Je ne suis pas son porte-parole, madame. Je crois que l'ancien président s'est exprimé sur
de voie publique, tout le monde a suivi. Personnellement, j'étais surpris, voilà. Ah, vous étiez surpris? Oui, j'étais surpris. Vous préférez vous taire? Quelquefois, celui qui les disait, il faut parler quand les mots dépassent la parole. Alors, professeur, c'est complètement fini. En tant qu'enseignant, je reviens de cours de négociation parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans les chefs du peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de lors que les Congolais attendaient des sanctions du Conseil de sécurité, de l'Union européenne, contre le Rwanda, qui est aujourd'hui, même dans différents rapports, qui montrent que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir, et surtout qu'il y a cette brèche, ces négociations du Rwanda? On voulait négocier avec le Rwanda, non? On voulait dialoguer, parler directement avec le Rwanda. C'est le processus de Rwanda. Pour la paix et l'intégrité du Congo, on peut parler même avec les diables. Ah, même avec les diables. Dans la Bible, le bon Dieu parle avec les diables dans Job. Ça a sauvé la vie de Job. Pour sauver l'État Congo, l'intégrité du territoire, s'il faut parler avec les diables, autant le faire que de voir notre pays s'effondrer, que de voir notre pays se disloquer, balkaniser. Nous avons besoin de la paix et de la cohésion. Unissons-nous derrière le chef de l'État qui est là. Tous les Congolais ne peuvent pas être battus par un mouvement rebelle. Je crois que le Congo vaincra. Vaincra parce que nous sommes une nation. Malgré les actes de guerre, cet esprit nationaliste de l'État-nation Congo n'a pas disparu. C'est ce qui fait que le Congo existe et existera toujours. Alors, professeur, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose? De vous dire merci, d'abord pour ce Congo, et on est au service de la nation. C'est toujours un plaisir de passer ce Congo. Merci beaucoup. Merci bien, avec le plaisir de vous recevoir prochainement. Certainement après peut-être ces négociations, cette démarche de l'Angola, vous en tant que professeur en la matière, les cours de négociation. Merci, à votre disposition. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour est professeur des universités à travers le monde, mais également sénateur. C'est avec lui que nous avons donc décortiqué l'actualité de la semaine, certainement que vous avez aimé. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions, comme d'habitude, à travers les mêmes moyens utilisés. Et merci de nous avoir suivis. Ah bon, c'est l'heure, je ne cesserai toujours de le dire. Avant l'heure, c'est pas après l'heure, donc c'est l'heure. C'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Merci de nous avoir suivis. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Au revoir. La famille Sengei et Bashimbe ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de M. Sengei Kachiko Cyprien, survenu à Kinshasa, déçu d'une courte maladie. Programme des obsèques, mercredi 19 mars, veille mortuaire à partir de 19h, à la salle polyvalente, en face de Montfleury. Jeudi 20 mars, 9h juste, levée du corps à la morgue de la clinique quinoise. 11h juste, messe à la paroisse Saint-Luc. 13h juste, inhumation au cimetière Chemin de Paradis 2. 16h juste, bain de consolation à la salle polyvalente. En attendant, le recueillement est organisé à l'adresse suivante: avenue 3 Vallées, numéro 20 bis, quartier Joli Parc, commune de Ngaliema, Kinshasa. Référence: arrêt érosion, Madjabou, ma campagne. La famille vous remercie pour votre soutien et votre présence. Ce communiqué tient lieu de faire part.